Écoutez, bonsoir Philippe. Salut Dominique. Bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs. Alors nous, on est particulièrement ravis de vous retrouver parce qu'il y a 3 ans, autant dire qu'on était la dernière conférence publique qui se faisait ici. Le lendemain, tout était fermé pour des raisons que vous n'ignorez pas. Donc on est ravis de vous retrouver aussi nombreux. Donc moi, je ne me fais pas trop d'illusions, je sais bien que vous ne venez pas pour la partie scientifique, mais plutôt pour ce qui va se passer de l'autre côté. Mais enfin, on va essayer au milieu de faire quand même quelque chose. En tout cas, on est ravis que vous soyez aussi nombreux, avec un public aussi vaste, d'horizons aussi larges. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que normalement, sur le papier, on est 101. Il y en a autant qui ont demandé déjà les inscriptions pour le replay. Pareil, vous avez assisté, vous voulez voir le replay, il suffit de retourner sur la page et de cliquer pour recevoir le replay, puisqu'on est filmé en direct. Donc ça va vous permettre de revoir. Si on vous manque, voilà. Voilà, alors, qu'est-ce que Toc et Doc? Je vois plein de têtes nouvelles. Alors, c'est avant tout une causerie, c'est-à-dire qu'on n'a aucune prérogative pour en faire une conférence scientifique ou un dogmatisme culinaire, exactement. Donc, c'est vraiment une causerie. Avec Philippe, on va vous donner des petits éléments qui vont peut-être ouvrir des questionnements, peut-être ouvrir des discussions. Ça c'est sûr. En tout cas, il n'y aura rien de définitif, de gravé dans le marbre dans ce que nous disons. Et puis après, vous allez retrouver de l'autre côté, vous allez retrouver Fabrice, qui lui va vous proposer des dégustations qui vont peut-être vous amener à aller encore un petit peu plus loin. Alors ce soir, donc, la causerie, elle est pensée, elle est organisée par l'Institut et Haute École de Santé La Source, par la clinique de La Source, sous l'égide de la Fondation La Source, que je remercie grandement. Nous remercions aussi Nestlé Health Science, qui est à nos côtés et qui nous permet de vous accueillir aussi nombreux. Mais ce n'est pas tout. Parce que derrière, il y en a qui sont bien cachés, vous n'allez pas les voir, mais c'est quand même des chevilles super ouvrières et super importantes pour tout ça. Donc je tiens d'ores et déjà à remercier Madeleine Stephen, à remercier Sarah Brendel et à remercier Fabien Savy, en plus de Fabrice Tollier, que vous allez pouvoir côtoyer tout après de l'autre côté. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe, Philippe? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Ça se passe bien normalement, hein. On compte sur vous pour mettre un petit peu d'ambiance. L'idée, c'est que Dominique va vous poser une situation et puis moi, je vais prendre ma casquette pas de pèlerin ce soir, mais peut-être un peu d'historien de la gastronomie, enfin de passionné d'histoire de la gastronomie et de cuisinier, puisque vous l'avez compris, ce n'est pas un déguisement, c'est quand même ma tenue de tous les jours, et de vous dire un peu ce que m'a apporté cette question dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des aliments qui enflamment le corps, enfin voilà. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer, mais honneur aux dames, je crois, non? Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi je suis médecin de formation, j'ai plutôt un parcours de médecin réanimateur. Et la nutrition, je suis tombée dedans, un peu malencontreusement, on allait dire, chez les brûlés, à une époque où on nourrissait vraiment pas bien les brûlés. Voilà, donc on va essayer de cheminer, et puis tout d'abord, je vais vous amener petit à petit dans le tout petit, dans l'infiniment petit. Mais mon Dieu, que ça fait des dégâts, c'est infiniment tout petit. La cause, on a une cause commune qui donne toutes ces pathologies. C'est ce qu'on appelle les pathologies chroniques inflammatoires. Beaucoup de gens, quand ils sont inscrits, m'ont dit « on va faire que du digestif ». Non, 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 non. Tout ce qu'on va vous décrire, c'est valable dans plein de choses. C'est valable dans les maladies articulaires, dans les maladies, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Respiratoires, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Digestives. Ah, Nathalie, bravo. Dans bon point, l'obésité. Voilà, il y a tout un volet vraiment extraordinairement vaste et varié de pathologies qui sont liées plus ou moins toujours avec le même problème initial. Alors ce problème initial, nous y voilà. Alors le dénominateur commun de toutes ces pathologies, c'est ce qu'on appelle la cascade inflammatoire. Moi je pourrais dire plutôt le torrent inflammatoire. Imaginez la moindre piqûre, la moindre petite infection, et c'est une avalanche de cellules immunitaires qui viennent pour défendre notre organisme. C'est plutôt une bonne chance, ça nous permet de survivre dans la plupart des cas. Sauf que chez certaines personnes, ça entraîne une activation chronique. Et là, l'organisme est perdu, puisqu'il est en train de lui-même de se défendre contre lui-même. C'est la plupart des maladies auto-immunes à ce niveau-là. Je vous amène encore plus petit.
Alors là, à ce niveau-là, à cette échelle-là, là, on a des vrais délinquants organiques. Alors je vais vous en citer certains. Anion superoxyde. Déjà superoxyde, on voit que c'est super fort hein, quand même. On a peroxyde d'hydrogène, son copain, H2O2. On a radical hydroxyle. On a monoxyde d'azote. En gros, l'oxygène, c'est la vie. Sauf que pas vraiment. Enfin, parfois oui quand même. L'oxydation, c'est un processus normal de toute cellule. Sauf qu'elle est en capacité, normalement, de réguler et par le biais d'actions antioxydantes. Sauf que, pas toujours. Pas toujours parce que la cellule peut être défectueuse. Pas toujours parce qu'on est baigné dans des environnements quasi hostiles. Hein. On peut dire ça, Philippe? Tout à fait. Alors, on se retrouve quotidiennement bombardé de rayonnements UV, bombardé de radiations ionisantes, le tabac, la pollution atmosphérique, les infections et les inflammations répétées. Voilà. Donc, les radicaux libres, donc, petit à petit, vont s'accumuler et vont entraîner tous les dégâts qu'on connaît dans ce que l'on appelle le stress oxydatif ou stress oxydant. Et là, on repart dans l'autre sens. Ces radicaux libres, ils sont partout. Ils sont partout et à eux-mêmes entraînent à nouveau cette cascade inflammatoire. Donc, de base, vous êtes sur une agression extérieure, vous avez une cascade inflammatoire. De base, vous pouvez avoir un système immunitaire avec des particularités qui font que vous générez cette cascade inflammatoire contre votre propre organisme. Et troisième élément, tous ces éléments extérieurs qui font donc ces dérivés oxydés, ces radicaux libres, entraînent et potentialisent cette cascade inflammatoire. Le résultat, il est simple en Suisse. Je vais vous donner quelques chiffres. 12 000 personnes présentent une maladie chronique digestive inflammatoire. 85 000 présentent une polyarthrite rhumatoïde. On est de loin le pays le plus chargé en polyarthrite rhumatoïde. 400 000 personnes présentent une bronchite chronique obstructive, qui est elle aussi un mécanisme inflammatoire. 500 000 diabétiques, 1,5 million d'hypertendus, 11% d'obèses. Vous voyez, l'infiniment petit a énormément de conséquences. Alors, bah écoutez, c'est simple. Puisqu'on est dans un cas de stress oxydatif, prenons des antioxydants. Alors, au niveau moléculaire, hein, on en a 4 grandes familles. On a la vitamine E, qui est le tocophérol. On a la vitamine C, qui est l'acide ascorbique. On a la grosse famille des polyphénols. Alors, les polyphénols, c'est ce que fabriquent les plantes pour se défendre. Donc, de base, c'est plutôt quelque chose qui va être sur un côté défensif. De l'autre côté, on a les caroténoïdes, qui sont les colorants que l'on connaît dans les végétaux, le jaune, l'orange, le rouge, le vert, qui sont des puissants antioxydants et des puissants oxydants liposolubles. Jusque-là, pas de souci. On va donc faire ça. On va donc tous manger des antioxydants. Matin, une petite couche de vitamine E, je tartine de vitamine C, je prends un petit peu de carotène, ça devrait bien se passer. Sauf que la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Et c'est ce soir, on va essayer de vous expliquer pourquoi ce n'est pas comme ça, grâce à 3 grandes études que vous allez pouvoir retrouver sur notre site après. Mais surtout, parce que la vraie vie, elle ne s'entend pas comme ça. Alors, les 3 grandes études qui ont montré qu'il ne fallait pas forcément manger des gélules tous les matins. La première chef de file, c'est Suvimax. Elle n'est pas toute récente. Suvimax, on a juste regardé si vitamine C plus vitamine E plus bêta-carotène plus sélénium plus zinc, quel était l'impact sur le cancer de la prostate. À votre avis, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Ah! Eh bien, ça protège les populations qui n'ont pas de risque. Et puis celles qui ont des risques, eh ben, ça aggrave leur pathologie. Bon, jusque-là, alors on se dit, c'est pas terrible finalement comme approche pour me protéger du cancer de la prostate. Alors, une autre équipe a mis la même chose en se disant, tiens, je vais regarder le lien entre bêta-carotène et tabac. Le tabac, puissant oxydant, on va donner de la bêta-carotène, ça va nous simplifier la tâche. Et bien là, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a augmenté le nombre de cancers pulmonaires, cette étude sur la cohorte, qui est une cohorte quand même majeure. Et l'explication qui est donnée, une des explications, c'est que les cellules ont besoin
les cellules cancéreuses sont détruites par les macrophages justement par ce biais de stress oxydatif. On a quand même, sur la cohorte, on a quand même eu une augmentation de 28% de la mortalité, ce qui n'est pas rien. Et la dernière, ça j'aime beaucoup, on s'est dit, tiens, plutôt que de manger des tomates, on va donner des gélules de lycopène. Pourquoi pas, ça sera sympa. Ça fait rêver. Hein? Ça fait rêver. Ah, moi, une salade de lycopène, c'est vraiment... ça sent le sud tout de suite. Voilà. Sauf que là encore, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, notamment tout ce qui est interaction additionnelle, dite, ou synergique. Parce qu'il y a d'autres constituants qui jouent. Oh, pas mince, vous voyez, je fais des bêtises. Alors, donc tout ça pour dire, ce soir ici présent, les mécanismes, on les connaît bien. On sait qu'il y a une grande part qui est liée à nos processus naturels qui sont des processus oxydatifs. Ces radicaux libres, ils sont présents, c'est physiologique. Simplement, ils sont augmentés soit par une défaillance de nos propres cellules à en faire quelque chose, soit par les bombardements que nous recevons à l'extérieur, bombardements physiques, mais également alimentaires. On a essayé, on s'est dit, comme à chaque fois en médecine, on s'est dit, tiens, on va faire simple, on va donner ce qui manque ou ce qu'il faudrait pour que ça arrête, sauf que ça ne fonctionne pas non plus à ce niveau-là. Et Dieu merci, ça ne fonctionne pas parce que depuis la nuit des temps, Philippe, est-ce qu'on avait des belles gélules comme ça ? Non, on n'en avait pas, mais par contre, depuis la nuit des temps, j'étais assez surpris en préparant cette présentation de me rendre compte, en fait, on s'est toujours soigné par son alimentation. Alors, on n'avait pas les petites gélules de Dominique, on ne comprenait pas vraiment tout ça, honnêtement, les petites chaînes moléculaires, on n'était pas dans le glamour, hein, vous êtes d'accord avec moi ? Et on était dans autre chose, on était dans une sorte de rêverie et de romantisme, j'ai envie de dire, largement accentué par une éducation chrétienne avec des moines, particulièrement les cisterciens, qui nous ont bien inculqué que si on était malade, c'était parce qu'on avait dit un gros mot ou ce genre de choses. C'est un peu simple, hein, mais c'est assez efficace, n'empêche, pour l'époque. Et de ce fait, on a essayé de comprendre un peu comment ça se passait. Il faut savoir quand même que la médecine chimique, les médicaments que nous prenons, j'espère pas tous, mais en tout cas en grande partie, c'est très récent. Ça fait depuis le 19e siècle qu'on commence à s'y mettre. Mais avant, on se soignait, donc, comme je disais avant, par son alimentation. Alors, en cherchant des informations là-dessus, vous savez ma passion pour l'histoire de l'alimentation, et je suis remonté assez rapidement à mon héros, Charlemagne. Alors, c'est vrai, il a inventé l'école, mais il n'a pas inventé que ça non plus. Charlemagne était l'empereur d'un immense empire qui était vraiment incroyable. Et il s'est dit qu'il y avait souci en sa demeure, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui tombaient malades. Enfin, c'était un peu un joyeux foutoir, si vous me passez l'expression. Et de ce fait, il a demandé à ce qu'on lui recense toutes les plantes connues dans les jardins potagers de l'époque. Et ce recueil, je vous invite vraiment à le lire. On ne sait pas, il est de la fin du 8e siècle, début du 9e, enfin on est aux alentours des années 800. Ça tombe bien, c'est là que je crois qu'il a été sacré empereur. Et ce recueil s'appelle le Capitulaire de Vilis. Alors, capitulaire de Vilis, ça veut dire qu'on va recenser tout ça. Vraiment, c'est quelque chose de monstrueux. Attendez, je crois que... alors, il y a plus de 70 articles, puisque nous, c'est l'article 70 qui nous intéresse. Et dans cet article, il y a 94 plantes référencées. C'est énorme, ça va des fruits, des légumes, des herbes, de tout ce monde végétal comme ça, que Charlemagne disait vouloir avoir dans tous les jardins potagers de son empire. Alors, pourquoi il voulait ça ? Eh bien parce qu'en fait, comme je vous le disais, on se soignait par les plantes. Et dans ce capitulaire de Vilis, c'est très intéressant de découvrir que pour chaque plante, on vous donne des informations gastronomiques. Pour être très honnête avec vous, c'est comme ça que j'ai découvert ce capitulaire de Vilis, parce que c'est la cuisine, c'est mon domaine. Mais on donne aussi des informations comme des informations médicinales. Alors il y a des choses, c'est assez poétique pour éloigner les sorcières ou le mauvais sort. Je suis d'accord avec vous. On reste quand même dans cette auto-culpabilisation permanente du peuple. Mais c'est intéressant de voir quand même qu'à l'époque, on se posait ces questions-là. Le capitulaire de Vilis, si ça vous intéresse, parce que ce n'est pas évident. Il y a, en France voisine, ils ont pas mal essayé de reproduire ce capitulaire de Vilis. Mais en Suisse, on l'a aussi. Si vous allez une fois vous promener au bain de Saillon,
Alors, il y a les bains de Saillon, bien sûr, et au-dessus, il y a le petit bourg de Saillon. Et ce bourg de Saillon, il y a une petite église toute blanche, et je ne sais pas si vous l'avez vu pour certains, et autour de cette église, ils sont en train d'essayer de recréer ce capitulaire de Villiers. C'est quelque chose d'incroyable, vraiment. Je vous invite à aller découvrir ça. Alors, je me suis dit, c'est super, j'ai réussi à enfin savoir d'où vient cet intérêt dans le lien de se soigner par son alimentation. D'ailleurs, un écrivain célèbre du 19e siècle qui s'appelle Jean-Anselme Brillat-Savarin, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « La physiologie du goût ». C'est mon livre de chevet. Hein. Donc moi, je peux vous assurer, si vous voulez passer un bon moment de lecture d'il y a quand même une certaine époque, 19e siècle, allez lire ce livre qui s'appelle « La physiologie du goût », c'est un truc incroyable. Et Jean-Anselme Brillat-Savarin, qui n'était pas cuisinier, qui était un gastronome, professeur de violon d'ailleurs, pour la petite histoire, disait « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Voilà, alors jusque-là, tout va bien, mais je reviens quand même à ce Moyen-Âge parce que c'est assez complexe. Hein. On avait bâti comment dirais-je, ce jumelage entre la médecine et l'alimentation par des principes qui sont antérieurs, et vous l'avez compris, on va remonter jusqu'à l'Antiquité, puisqu'on se soignait en fonction de ses humeurs. C'est-à-dire qu'on disait aux gens « Ah, ben là, il est d'humeur noire, alors on va lui donner quelque chose qui va le radoucir. » On devrait le faire plus souvent de nos jours. Hein. Pardon ? C'est Hippocrate. Les quoi Les humeurs, c'est Hippocrate. C'est Hippocrate, exactement. Je voulais en arriver à Hippocrate, merci. Tu m'as passé le relais. Il faut juste que je trouve mes petites fiches. Voilà. Mais Hippocrate, elle est là, ma petite fiche. Je suis désolé, c'est un joyeux bazar, mon truc. Avec 4 humeurs, donc la bile jaune, qui est symbolisée par le feu, les 4 éléments. La bile noire, qui est symbolisée par l'air. Le sang, qui est symbolisé par la terre. Et la lymphe, qui est symbolisée par l'eau. Bref, en fonction de son humeur, on prenait tel ou tel médicament. Et ça a perduré, ça a même été exacerbé, je pense, avec une large influence de la religion chrétienne au Moyen-Âge. Alors après, il n'y a pas eu que le 19e siècle, il n'y a pas eu que le Moyen-Âge, il n'y a pas eu que l'Antiquité, puisque quand même ces principes ont duré assez longtemps, puisqu'il y a même un monsieur à la Renaissance que vous devez connaître, parce que c'est un monsieur complètement fou. Dans l'émission Bien Tête que j'avais avec Dujas sur la première de 2012 à 2020, on a essayé de partir sur les traces de ce monsieur, pardon, je commençais à parler grossièrement, ce monsieur qui s'appelle Philippus Paracelse. Essayez de découvrir la vie de cet homme incroyable. C'est lui qui a mis en place quelque part la Suisse d'aujourd'hui, puisque vous savez que la Suisse, une des premières industries, c'est le tourisme. Et ce tourisme, ce n'était pas gagné d'avance, hein, puisque voyager au 19e siècle en Suisse, je peux vous dire, c'est un pays de montagne. Et pourquoi la Suisse a été directement un pays de tourisme, c'est parce qu'en Suisse, il y avait des stations thermales qui ont été aussi promues par une femme extraordinaire qui s'appelait Élisabeth d'Autriche, Sicile impératrice. Vous allez me dire, mais il veut en venir où ? Philippus Paracelse croyait énormément au spa, sanita per aqua, c'est ça ? Je ne suis pas un expert en latin, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est lui qui a mis en place les soins thermaux à Bad Ragaz. Essayez d'aller voir ça, c'est les chutes de Tamina, je crois. J'y étais, c'est un truc de dingue. Et on a vraiment l'impression que la nature nous regarde comme ça. On est vraiment, pour moi, je suis déjà pas grand, alors imaginez là-dedans. Hein. Mais tout ça pour dire que de tout temps, on s'est posé des questions. Et Philippus Paracelse, justement, qui était un érudit incroyable, il a failli même finir lapidé à Bâle. Hein. À son époque, il a été expulsé. Enfin, il n'était pas très, très bien vu non plus. C'était un peu un punk avant l'heure, ce monsieur-là. Et lui remettait en question le fondement de ce courant de pensée d'Hippocrate qui disait on se soignait selon son humeur. Voilà un petit peu... Alors, pour les soignants, Paracelse, en pharmacologie, c'est le principe même de tout est toxique, rien n'est toxique, tout dépend de la dose. Donc on fait le lien encore à ce niveau-là. Il a beaucoup étudié sur l'art et la manière de cuisiner, d'approprier, mais pour des visées extrêmement scientifiques. La même chose peut être délicieuse et toxique au même moment. Exactement. Donc équilibrer les choses. Alors, en préparant ce sujet, quand Dominique m'a dit on va parler des aliments inflammatoires, moi, c'est pas trop mon truc. Hein. Mais ça m'intéressait parce que je suis un curieux de nature. J'ai trouvé un bouquin extraordinaire dans lequel j'ai été voir un peu la liste. Vous voulez que je vous en lise quelques-uns ? Non, vous allez être déprimé parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé en découvrant que les aliments acides, c'est légion quand même. Mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport au Moyen-Âge. Je reviens au Moyen-Âge. Ça va, vous me suivez ? Je pars dans tous les sens. Hein. Mais c'est passionnant comme sujet. Au Moyen-Âge,
on mangeait beaucoup de viande rouge. Et ça fait partie des aliments qui sont acides, qui ne sont pas bons, soi-disant, pour l'organisme, pour la digestion, pour l'inflammation, etc., etc. Mais au Moyen-Âge, on mangeait beaucoup de viande. Alors, pas les pauvres. Les pauvres, ils mangeaient carrément rien. Comme ça, c'était réglé. Mais les riches, en fait, avaient des gros problèmes de gouttes. Donc, les gouttes, vous savez un peu ce que c'est, ces inflammations. C'est ça, Dominique ? Oui. J'ai besoin de toi en tant que médecin. Je ne suis pas faux. Non, tu n'es pas faux. Voilà. Tu n'es pas très loin. Et, assez follement, on ne mangeait pas de la viande. D'ailleurs, on n'a jamais mangé de la viande jusqu'en 1945. On n'a jamais mangé de la viande pour se nourrir. Incroyable. On a toujours mangé de la viande pour se la péter. Parce que considéré comme viande, c'était la chasse. On ne considérait pas comme viande ces animaux de ferme qui étaient le bœuf. Déjà, le bœuf n'était pas une viande à la mode à l'époque parce qu'on ne mangeait pas son tracteur. On mangeait du veau, on mangeait du porc, beaucoup du porc, même si le porc coûtait très cher. Mais on mangeait des animaux de ferme qu'on appelait à l'époque des comestibles, c'est-à-dire du lapin, on mangeait du poulet, on mangeait du canard, on mangeait de l'oie, on mangeait des hérons aussi. Mais ça, il fallait déjà être un peu plus riche. Donc, je reviens à mon sujet, la viande. La viande était de la chasse. Et pourquoi on se la pétait en mangeant de la viande ? Parce qu'on mangeait de la chasse. Et quand on mangeait de la chasse, ça voulait dire qu'on avait chassé. Et pour chasser, il fallait avoir des terres. Et pour avoir des terres, il fallait être riche. Vous avez compris un peu ? Et alors pourquoi 1945 c'est arrivé comme ça ? Je ne sais pas d'où ça sort, ça. C'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe crevait de faim. Il n'y avait pas que l'Europe d'ailleurs, les gens avaient faim. Et on s'est dit, il faut manger de la viande parce qu'il faut nourrir le peuple. Et c'est là qu'on a commencé à rentrer dans une industrialisation quelque part de notre production de viande. C'est fou, hein. Alors là, je vais vous faire une réflexion à la Ligron, mais 1945, comme ça, fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même fou qu'on pourrait dire presque qu'à cause d'Hitler, on s'est mis à manger trop de viande. Il était végétarien. Voilà. Mais donc, voilà un peu ce qui s'est passé avec cette viande. Et les gens mouraient assez rapidement et donc on se soignait. Alors on se soignait avec ces principes absolument incroyables. Je crois qu'on se saignait comme des cochons à l'époque. C'est juste, Dominique, plus quelqu'un était malade, plus on lui faisait des saignées et les gens se vidaient littéralement. Voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de l'histoire, mais j'y reviendrai aussi un peu plus tard. J'ai été choqué toujours en regardant cette liste de produits de voir la quantité énorme de ces aliments acides. Et pour moi qui suis cuisinier, waouh, c'est chaud. Les matières grasses aussi. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, je crois que j'ai des experts devant moi. Je vais juste vous déballer un petit peu ce que je sais par rapport à ces matières grasses. Donc, vous savez que les matières grasses, c'est deux choses, c'est les graisses et les huiles, qui sont 9 cas sur 10, même plus, qui sont les graisses, sont d'origine animale, et les huiles, tiens, il y a un nutritionniste qui appelle, et les huiles qui, elles, sont généralement d'origine végétale. Et là, à ce niveau-là, on a un paradoxe, c'est-à-dire que vous savez que les matières grasses sont construites exactement la même chose. Il y a de la glycérine et il y a une chaîne moléculaire, une chaîne d'acides gras. Et on dit que les acides gras saturés, c'est-à-dire d'origine animale, sont saturés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place autour de cette molécule pour la rendre facilement, divisable en petites parties pour pouvoir l'assimiler. Alors que les acides gras monoinsaturés, eux, il leur manque un atome, donc on peut aller plus facilement couper tout ça en petits morceaux. Je ne sais pas si vous avez compris tout ça. Vous avez compris ? J'ai pris mon petit côté prof de nutrition là. Voilà. Mais il y a une chose pour laquelle je voulais vous parler au niveau de ces matières grasses. Et tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas très, très intéressant, vous le savez très certainement. Pourquoi ces acides gras saturés, pourquoi ces graisses d'origine animale ont une très mauvaise réputation ? Alors parce qu'elles sont bonnes, mais parce qu'on dit souvent qu'elles sont mal accompagnées. C'est-à-dire qu'il y a, surtout dans les graisses comme le saindoux, comme ces graisses qui ne sont pas forcément du beurre, mais ces graisses d'animal proprement dit sont des graisses qui contiennent parfois des purines naturelles. Et ces purines naturelles peuvent aussi participer à une certaine intoxication du corps humain. Voilà, donc en tant que cuisinier, je prends ma casquette maintenant de cuisinier, je suis passé de l'historien, du prof à pas mal de choses. Juste pour finir avec ça, pour vous donner quelques conseils, parce que quand je vois cette liste, moi je me dis, c'est fini. Déjà, je vais devenir végétarien, je vais même devenir vegan, et vous savez ma passion pour ce monde alimentaire, c'est toute ma vie, le véganisme, n'est-ce pas ? Non, je suis un viandard, moi, clairement. Et je me dis, là, qu'est-ce que je vais devenir ? Je vais devenir fou, Dominique, t'imagines, je ne pourrai plus rien manger. C'est juste une histoire d'équilibre. Et moi, si je peux vous donner un conseil de cuisinier, c'est qu'à nouveau, un peu comme disait Hippocrate, finalement, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'on peut manger des choses qui, au premier abord, ne paraissent pas bonnes pour l'organisme, mais si on les fait avec amour,
Parce qu'on parle beaucoup des 5 sens, mais il y en a un qui est très très important, c'est le 6e, c'est l'émotion. Et l'émotion, ça passe aussi par l'amour de l'autre. Et l'amour de l'autre, ça passe aussi par son amour personnel. Moi, je ne sais pas vous, mais moi j'adore me faire à manger. C'est un moment incroyable. L'autre soir, je me suis fait des pâtes à la maison, fraîches. Vous allez dire, waouh, c'est rien, c'est vite fait de faire des pâtes fraîches. Et puis il y a tellement d'amour dans ces pâtes qu'elles étaient les meilleures du monde. C'est un peu comme la ratatouille de ma grand-mère qui ne cassait pas 3 pâtes à un canard peut-être, mais qui pour moi était la meilleure parce qu'il y avait une émotion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on se fait à manger, n'oubliez pas ce que je vais vous donner comme principe de base. Essayez de ne pas trop cuire vos aliments. On sait que quand plus on cuit un aliment, plus on le faire, comme on dit en cuisine, c'est-à-dire plus on va le marquer, le colorer, plus on va le transformer quelque part. Et donc, plus le corps humain va se dire, oh là là, comment on va faire pour disséquer tout ça? Donc, essayez de ne pas trop cuire vos aliments, essayez de privilégier des cuissons douces, c'est-à-dire peut-être cuire dans l'eau. L'eau, c'est pas mal, c'est un bouillon peut-être. L'eau, c'est 100 degrés, hein, on ne peut pas aller plus haut. Hein. Et puis, essayez de ne pas cuire trop longtemps vos aliments. Et puis, des aliments crus, parfois, c'est bon, non? Il faut de tout, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la cuisine. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Oui, non, bon. Alors, oui, alors ça va, vous me rassurez. Alors. Donc, on va gentiment aller vers la fin de cette présentation pour que vous puissiez aller déguster auprès de Fabrice voilà, à la fois des aliments, à la fois des modes de cuisson par rapport à ce qu'a dit Philippe, tout en gardant en tête que derrière tout ça, quand même, il y a quand même pas mal de biochimie et pas mal de choses qui ne sont pas tout à fait élucidées. Alors parmi les choses pas tout à fait élucidées, parce que je sais que vous allez repartir vraiment insatisfait si on n'abordait pas cette question, à votre avis, quelle est la question? Soit on a vu stress oxydatif, on a vu tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui se disent sur le microbiote, entre autres. Donc on a un nouvel acteur, enfin, il n'est pas nouveau, hein, il est depuis la nuit des temps, mais simplement on a un acteur qu'on prend en considération de plus en plus. C'est le microbiote intestinal, hein, c'est le fait que nous sommes colonisés par des centaines de milliards de bactéries qui ont comme vocation de faire la loi et de faire respecter l'ensemble de l'équilibre de notre organisme. Et ce microbiote est très étudié depuis une quinzaine d'années. Et puis là, coup sur coup, sont sorties 2 publications majeures. Alors je vais vous citer ce qu'ont dit les auteurs. Là encore, ce n'est pas du tout cuit, mais c'est juste pour ouvrir une discussion. Alors, il faut savoir que la plupart de ces bactéries, dans leurs parois, contiennent une molécule qui s'appelle le peptidoglycane. Chez les animaux, mais aussi chez l'humain, cette molécule peut être reconnue par 2 récepteurs nommés node 1 et node 2. Ça vous éclaire la soirée, ça c'est clair. Mais ce qui est important de montrer, c'est que ces interactions ont un rôle central dans le dialogue avec le système immunitaire de l'hôte. C'est là où on revient vers vraiment le cœur même de ces maladies, et principalement des maladies auto-immunes, et en participant notamment à la maturation de ce système immunitaire. Des mutations de ces protéines sont associées à des maladies inflammatoires chroniques comme l'asthme ou la maladie de Crohn. Donc là, on revient dans un autre système qui fait qu'il faut, outre, comme disait Philippe, voilà, essayer de privilégier des aliments qui ne sont pas dans une liste plutôt agressif. Il faut aussi privilégier des aliments qui entretiennent ce microbiote. Les bactéries, elles se nourrissent de ce que l'on mange et elles produisent ce que l'on veut bien qu'elles produisent. Voilà. Elles ne font pas ça d'elles-mêmes. À la naissance, un enfant naît avec la charge bactérienne de sa mère, qui est elle-même génétiquement la succession de toute la famille et la lignée familiale. Donc il faut vraiment entretenir ce microbiote. Et en 2022, donc, les équipes de Herbel, Boneka et Liedo ont montré que des fragments de peptidoglycane en provenance de l'intestin arrivent jusqu'au cerveau et agissent au niveau de l'hypothalamus. C'est pourquoi on dit de plus en plus que notre tube digestif est finalement notre 2e cerveau. Et une toute dernière étude qui est sortie le 20 janvier de cette année, les mêmes équipes ont précisé ce phénomène et ils disent textuellement: lors de son absorption au niveau de l'intestin, le peptidoglycane est enfermé dans une vésicule membranaire. De la sorte, il peut arriver jusqu'à des organes cibles comme le cerveau sans être dégradé entre-temps. Alors, il est clair que cette découverte ouvre de nouvelles pistes de recherche sur les capacités du microbiote intestinal à réguler des fonctions au-delà du système digestif. Une augmentation de la quantité de peptidoglycane en circulation peut permettre de réduire l'appétit, piste pour toute l'obésité mondiale, tandis que sa diminution peut réduire l'inflammation à l'origine de l'arthrite. Voilà.
Donc ça, c'est un peu un pavé dans la mare également. Donc ce soir, ce qu'on va vous encourager à faire à côté, c'est de discuter donc, avec le chef taulier et puis les personnes qui l'entourent, de discuter, de prendre parti, de discuter entre vous, puisque les experts, finalement, on a bien conscience depuis le début qu'ils sont en face de nous, et de réfléchir à deux niveaux. Parce qu'on voit beaucoup, nous, d'orthorexie, de suppression alimentaire, justement pour pallier à tous ces problèmes de radicaux libres. Et quand on fait ces formes d'orthorexie qui sont parfois mal contrôlées, on se retrouve à appauvrir son microbiote intestinal. Donc c'est un juste, comme tu le disais si bien Philippe, c'est un juste équilibre entre cœur et raison. Et très rapidement, on va vous passer les micros si vous avez des questions à nous poser. Mais tout aussi rapidement, après je crois qu'on ira tous voir ce qu'on nous a offert de l'autre côté et puis discuter ensemble. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors il y a des micros normalement qui devraient... Là. J'ai dû enlever parce que le mien, je sais pas, il frissonne sur la chemise, alors ça fait, Merci. un boucan d'enfer. J'ai justement une question, parce que là, vous avez abordé le thème de l'orthorexie, et puis vous parlez vous-même de toutes ces mauvaises graisses. Enfin, il ne faudrait pas manger de graisse comme ça, il ne faudrait pas manger de viande comme ça, il ne faudrait pas... Est-ce que finalement, à force, parce que si on prend le Moyen-Âge pour prendre un extrême, on sait bien qu'au Moyen-Âge, on ne vivait pas vieux, puis qu'ils étaient certainement pas très fit, mais aujourd'hui, on a tellement d'informations, on nous dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il faudrait manger peut-être prendre un peu plus de vitamine C, le zinc, c'est bon pour le système immunitaire. Puis là, il faudrait peut-être mettre plutôt une huile qui contient un bon équilibre entre les oméga 3, faire attention à l'équilibre avec les oméga 6, etc. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut, comme vous le dites, faire à souper avec amour, on se retrouve soit au supermarché, soit au marché, soit dans sa cuisine, avec un sentiment qu'on ne peut plus rien manger sans se faire du mal. Et comment on fait sans être ni spécialiste de l'alimentation, ni médecin, pour finalement se nourrir sainement, avec plaisir, sans tomber dans l'orthorexie, en fait. Comment on peut faire ? Alors, juste avant que Philippe réponde, au Moyen-Âge, c'est vrai qu'on ne vivait pas vieux. Alors, par contre, on a un autre problème à l'heure actuelle, c'est qu'en Suisse, on a la longévité la plus longue au monde, mais on a aussi le plus grand nombre d'années en mauvaise santé. C'est-à-dire qu'une femme, avant d'arriver à sa finitude, va passer 22 ans en mauvaise santé. Voilà. Donc, on est, je pense, dans un équilibre fragile. Et effectivement, le quotidien, c'est ça. C'est parce qu'on entend. Le problème de la nutrition, c'est d'entendre tellement d'informations qu'au final, on ne sait plus quoi en faire. Donc, moi, j'aurais envie de dire, faut retourner à son instinct animal. On s'écoute plus. On s'écoute plus, et peut-être c'est ça le problème. Moi, je vais vous parler de mes sœurs, que j'adore. Non, mais après la grand-mère, il fallait qu'on fasse. Elles sont pas là, mais mes sœurs, elles font un truc extraordinaire, c'est qu'elles lisent Jeune et Jolie. Et une fois, je suis descendu chez mes parents en Camargue, vous l'entendez à mon accent, qui a des restes de Camargue. Et je passe à table avec mes parents, j'étais seul à table avec eux. Et je vois une sorte d'éponge blanche au milieu de la table. Et mon père me dit, tu veux un peu de pain ? Alors, je regarde, je dis, mais il n'y a pas de pain sur la table. Il me dit, si, c'est ça. Je dis, mais ça, c'est pas du pain. Mes parents ont 89 ans. Et il me dit, si, c'est du pain sans gluten. Je dis, mais pourquoi vous êtes intolérant au gluten maintenant ? Et ils me disent, non, mais tes sœurs nous ont dit qu'il fallait qu'on arrête avec le pain, ça allait nous rendre malades. Moi, j'ai envie de dire, de quoi ont peur mes sœurs ? Ils ne vont pas refaire une puberté, mes parents, ils ont 89 ans. Est-ce qu'on ne peut pas les laisser vivre avec ce sixième sens dont je vous parlais avant, comme disait avant Dominique, il faut se faire plaisir. À un moment, c'est ça. Moi, pour répondre à votre question, parce que vous allez dire, ouais, il est gentil, il nous a vendu du bonheur, mais je ne sais pas trop comment sortir. Si vous voulez manger correctement, allez acheter un produit qui a un visage déjà. Vous me parliez du marché, ça a retenu mon attention. Quand vous allez acheter un produit au marché, faites l'expérience. Moi, je peux vous dire, je suis un professionnel, vous pouvez me faire confiance. Vous ne payez pas plus cher vos produits, c'est faux. C'est une erreur que de dire ça, et même si vous les payez un tout petit peu plus cher, vous aurez la surprise de découvrir que vous les gardez plus longtemps. Donc ça permet aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Sachez qu'en Suisse, on est à peu près à 37% de gaspillage alimentaire. C'est quand même fou de réaliser que c'est depuis 1853, depuis le jour où on a inventé cette merveilleuse invention, qui est cette merveilleuse machine qui préserve les aliments, qui s'appelle le réfrigérateur. Et c'est là qu'on a commencé à se déculpabiliser, à se démotiver quelque part, à ne plus faire attention à protéger notre alimentation. Donc,
acheter des produits qui ont une histoire, des produits qui ont du goût, des produits de saison. Parce qu'il y a un truc qui est physique. Je veux dire, Dominique m'arrêtera si je dis une bêtise, mais quand vous mangez un produit de saison, vous mangez avec appétit. Et quand vous mangez avec appétit, vous allez saliver. Et quand vous salivez, votre digestion commence. Vous allez, c'est pas moi qui vais vous faire un cours là-dessus, vous le savez tous, et vous avez une meilleure digestion. Et si on digère mieux, eh ben on est en meilleure santé. Et si on est en meilleure santé, on tombe moins souvent malade, donc on va moins souvent chez le médecin, donc on n'a pas moins d'augmentation des coûts de la... Non, j'arrête. Alors, la nature est bien faite. Vous remarquerez que l'hiver, au moment où on a le plus besoin de vitamine C, vous retrouvez les légumes les plus verts. Donc c'est pas un hasard. Donc au moment où vous avez besoin effectivement de passer sur ces aliments de défense immunitaire, vous allez trouver des légumes verts foncés. Voilà. Mais l'exemple du gluten était intéressant parce que justement moi j'ai aussi dans mon entourage tout d'un coup j'ai mal au ventre, j'arrête le gluten. Puis moi j'ai une formation scientifique, donc je dis mais bon, arrêter de manger du gluten pendant une semaine, ça va jamais tuer personne. Pourquoi pas finalement. Mais moi, je suis toujours un petit peu réticente. C'est comme le lactose, c'est comme tout le reste. C'est que finalement, qui t'a dit que tu avais un réel problème d'intolérance au gluten ? Est-ce que tu as fait des examens ? Est-ce que tu as fait... Et au fait, je réalise, c'est un très bon exemple. Moi, j'ai l'impression, et peut-être après je passe la parole à d'autres, mais aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas que finalement, on a peur de manger ? Alors, on est submergé d'informations qui sont contradictoires en permanence. Je sais qu'il y a des gens, on ne va pas se lancer, parce qu'il y aura d'autres questions, je vais faire vite pour répondre à votre question concernant le gluten. Il y a des gens qui sont cœliaques, il y a des gens qui sont véritablement intolérants au gluten, mais je ne dis pas que je ne vais pas vous donner maintenant la recette miracle contre ça, mais si déjà on commençait à manger des gluten naturels, on l'a tous fait, de rentrer le soir du boulot, c'est 18h30, on est au bout de notre vie, on a eu chef sur le dos toute la journée, et d'un coup on se dit « Ah merde, j'ai oublié d'acheter du pain ». Et qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête à la station-service. Voilà. Et là, vous avez un jeune tout boutonneux, habillé en vert, qui me dit « Bonjour ». Je dis « Vous avez du pain ?» Et là, il vous tend un pain qui est chaud. Oh, vous dites « Le gars, il est boulanger ». Et il vous dit « Je le sors du four à 18h30 ». Il a 17 ans, le gars. Je me dis, mais il est apprenti boulanger. Comment ça se fait ? Il vend de l'essence. Et ce pain, vous le mettez sur le siège passager, et vous roulez, vous arrivez à la maison. Et là, vous n'avez rien mangé de la journée parce que voilà, vous avez bossé comme un dingue. Et vous dites, allez, je tape un peu dedans. Et puis vous avez de la farine sur le siège passager. Ça sent le vécu. On arrive à la maison, on a déjà mangé la moitié du pain. Sauf que le pain, il est légèrement rassis en arrivant à la maison. Et le lendemain matin, c'est une arme de destruction massive. Ce n'est pas du pain que vous mangez. Si on revenait à des pains naturels, moi j'ai ma femme à la maison qui fait du pain naturel avec du levain et surtout avec du gluten, de la farine qui est issue de vieilles céréales comme l'épeautre ou la petite épeautre, qui contiennent déjà un gluten, je le dis, naturel. Mais si vous faites votre pain avec du levain, vous découvrirez un monde merveilleux, déjà un pain qui a du goût, un pain qui vous invite au voyage, et surtout le levain pendant la fermentation dissout une partie du gluten. Voilà, je referme la parenthèse gluten, on en reparle avec les personnes concernées après parce que je ne voudrais pas trop lancer le débat là-dessus. C'est vrai qu'on est très centré sur la nutrition parce qu'on entend tout et son contraire, mais n'oubliez pas que la plupart des radicaux libres, ils viennent d'où ? Ils viennent de tout ce qu'on subit sur l'environnement. Donc il est illusoire, il y a plusieurs études qui l'ont montré, il est illusoire de changer radicalement ce que l'on mange si on ne change pas ce que l'on subit. Donc, et par ailleurs, vous l'avez bien vu dans les études, il suffit, parce qu'on va prendre des antioxydants, on se croit protégé, mais non, bien au contraire, puisque les perturbateurs environnementaux sont tout aussi présents, ce qui explique aussi ces années en mauvaise santé. Alors, on va prendre une autre question, s'il y en a. Ah, là-bas. Bonsoir. Excusez. Merci pour l'approche holistique. Je pense qu'elle est très importante de voir le global. Puis j'ai l'impression qu'on fait un peu fausse route, ne serait-ce que par le thème qui artificialise un peu, qui segmente, qui veut donner justement une occasion de se singulariser en disant « je m'inflamme ». Donc, je choisis cette alimentation. Et je pense que dans les orthorexies, dans les peurs au ventre qu'on a tous, il y a aussi des fois le besoin d'être un peu différent. Et puis, la réponse, j'ai l'impression, et je ne sais pas dans quel sens on doit y aller, c'est comment on peut se réapproprier son alimentation, comment on peut se réapproprier sa santé. C'est un début des causeries, c'est de faire causer. Alors, donc là, on est ravis. Effectivement, comment se réapproprier son alimentation ? Peut-être en prenant le temps de se faire à manger. Ça ne prend pas beaucoup de temps de se faire à manger. Au lieu de regarder Les Princes de l'amour à New York avec les Marseillais à la télé, là, on a un concentré ligon. Faisons-nous à manger.
Mais se faire à manger, je vous assure, avec des produits, moi ça m'inspire. J'ouvre mon réfrigérateur ou je ne sais pas ce que je vais manger dans 20 minutes. C'est en ouvrant, c'est les produits qui me parlent. Et pour répondre à votre question, prenons le temps, parce qu'on vit dans un monde de dingue. On vit à un rythme qu'on subit depuis une centaine d'années. Mais depuis 20 000 ans, moi je fais du cheval, je fais de l'attelage. Quand je reviens d'attelage, je suis serein. Je souris béat comme ça, tout heureux, comme si j'étais dans les nuages. Mais je me dis, mais c'est parce que mon corps, en fait, il est prêt à ce rythme-là. Et je vous dis ça, je n'ai pas un échantillon sur moi, parce que je vis comme un dingue. Mais quand je me fais à manger, je prends le temps. C'est-à-dire que j'enlève tout ce qui peut être parasitant, quitte à éteindre le téléphone, quitte à éteindre cette télévision, et prendre le temps de se mettre une bonne musique. Je vous assure, redécouvrez votre cuisine. Le Covid, pour ça, a été fabuleux. Il y a des gens qui ont découvert une pièce dans leur maison. Plein d'armoires, dont une vitrée avec des boutons au-dessus. Continuons, parce que alors après, on a arrêté le confinement, tout le monde est reparti à ses bonnes vieilles habitudes. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Attendez, on va vous donner un micro. Pour la cuisine chinoise, asiatique, mais Hildegarde disait aussi, il y a le goût de la main, et il y a le goût de la bouche, il y a le goût de celui qui fait, mais qui fait aussi l'aliment, la denrée, donc le système de production, le système alimentaire dans son ensemble. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui essayent de ramener, alors des fois très artificialiser les fermes verticales, etc., ou d'autres initiatives comme la ferme de Lilan, pas loin, qui essayent de remettre le système alimentaire, connaître l'origine, connaître la valeur aussi des gens qui produisent, l'amour qu'ils mettent dès le début. Et toute cette approche me dit, comment faire en sorte que finalement les médecins, ceux qui sont au moment des crises, des inflammations ou des problèmes, prescrivent de soigner la santé plutôt que soigner des maladies. Vous prêchez une convaincue. On a de tout temps construit les soins sur des parcours de soins, et de plus en plus on va sur des parcours de vie, et les parcours de vie prennent en considération beaucoup plus d'éléments, dont l'alimentation, dont l'environnement dans lequel on réside, dont beaucoup d'autres choses, effectivement. En oncologie, c'est des choses qui sont extrêmement travaillées à l'heure actuelle, à la fois dans le préventif, dans la phase de curation ou dans le retour, de se dire on va examiner à 360 qu'est-ce qu'est la vie, plus que qu'est-ce qu'est le soin en tant que tel. Alors, on essaye dans cette école, parce que moi, quand je suis arrivée, on a fait le constat, on a arrêté de regarder un petit peu. Il faut savoir qu'en soins infirmiers, il y a 2 heures de nutrition. Puis rassurez-vous, chez les médecins, c'est encore pire, parce que sur 6 ans d'études, il y a 3 heures, dont 2,5 sur le tube digestif. Donc la nutrition n'est pas tout à fait... Ce qui va faire que ça sera beaucoup plus enseigné d'ici peu, c'est le fait d'intégrer de la médecine dite intégrative, c'est-à-dire la médecine holistique à 360 dans la prévention, dans la curation. Voilà. Alors, juste encore par rapport à ça, pour un peu enfoncer le clou, dans un précédent Toc et Doc avec Dominique, on s'était posé la question de savoir, vous savez qu'à partir de l'âge de 60 ans, sauf erreur, on perd 1% de sa masse musculaire par année, à l'âge de 60 ans. C'est même avant, mon pauvre Philippe. Ah bon? C'est dès 40 ans. Ah zut alors, ça t'aurais dû me dire alors. Bon, je suis moins rassuré. Le principe avec Philippe, c'est chaque année on repousse. Donc... Oui, forcément. Et puis, voilà, on s'était posé la question de savoir si dans les EMS, c'était quelque chose de bien de proposer des barres chocolatées à nos anciens la nuit pour les nourrir. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux? Et là, je jette un pavé dans la mare de leur donner des taillés au grebon. Vous voyez? Vous savez, c'est pas à cet âge-là, on s'en fout de leur cholestérol à l'âge qu'ils ont. C'est un peu comme la puberté de mes parents à 89 ans. Mais c'est de l'amour dont on a besoin. C'est un aliment qui a une histoire. Moi, je vous parle de la chichoumeille de ma grand-mère pendant 2 heures. J'arrête. Il ne le fera pas, il l'a promis, il ne le fera pas. Alors, tu envoies vraiment un pavé intéressant. C'est qu'il faut savoir, par exemple, sur Lausanne, on a 166 nationalités qui sont représentées. Donc des nationalités qui vieillissent. Et dans les EMS ou dans le portage de repas à domicile, on a un problème, mais ça on le verra après, on l'abordera probablement dans la prochaine conférence, c'est que ce sont des portages de repas qui ne sont pas en lien avec de l'appétence naturelle. Parce que ce qui fait manger, c'est aussi la mémoire du goût. Et notamment, notre microbiote, il est guidé par ce
avec quoi nous avons été constitués. Donc là, il y a un autre problème qu'on ouvre aussi à l'heure actuelle sur le repas. Voilà, effectivement, le pâté vaudois ne parle pas à tout le monde forcément, quoi. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était pas bon, mais ça ne parle pas forcément. 166 nationalités, c'est un casse-tête pour fournir ce qu'il faut et ce qui serait tout à fait en accord avec l'appétence, donc l'envie, le plaisir, et en accord avec le microbiote intestinal. Voilà. Les gens qui ont été élevés au curcuma ou au cumin en ont besoin pour leur propre microbiote. On mettra du curcuma dans les pâtés vaudois. Alors, tout ça pour dire, on va passer de l'autre côté parce qu'on vous le promet depuis un petit bout de temps. On se retrouve, donc le prochain Toc et Doc, c'est le mercredi 27. Alors là, on ne vous donne pas de titre, mais ça va flamber aussi. On va s'intéresser, allez, on vous le dit puisque vous êtes là, on va s'intéresser aux carences. Et on va voir que peut-être manger trop proximal, c'est peut-être pas toujours une bonne idée, mais on va voir. On va voir ça. Oui, Véronique. Oui. Pour monsieur comment? Lily? Ah, le cuisinier. Pardon, je suis sourd. Alors, il y a Fabrice aussi de l'autre côté, mais ils se cachent, mais ils sont... Je reviens juste un petit peu en arrière par rapport au gaspillage alimentaire. Oula. Je voulais vous demander, vous, dans votre cuisine, est-ce que vous avez pour usage d'utiliser, je ne sais pas, par exemple, les fans de radis, les fans de kohlrabi, les fans de petits navets, les fans de carottes? Alors, quand c'est la saison, oui, je n'arrête pas. Et je vais vous donner une recette, tiens, avant qu'on aille boire l'apéro. Je fais des chlorophylles, ce que j'appelle. Vous prenez, essayez ça une fois. J'en ai la chair de poule à en parler, vous ne le voyez pas, mais je peux vous assurer tellement ça me touche de faire ce genre de choses. Essayez une fois, ça a tombé par terre. Merci de m'avoir parlé de ces trucs incroyables. On jette ça d'habitude. Essayez une fois, vous les lavez bien sûr, vous les coupez en petits morceaux, vous les blanchissez, c'est-à-dire vous les plongez dans l'eau en ébullition assez salée et vous préparez à côté une passoire avec de l'eau glacée. Vous allez réaliser ce qu'on appelle un choc thermique, c'est-à-dire que vous laissez bien cuire, hein. Vraiment, il faut que les fibres soient bien cassées. Quand c'est fait, vous faites ce choc thermique, c'est-à-dire égoutter et le plus vite possible plonger dans l'eau glacée, histoire de ce qu'on appelle fixer la chlorophylle, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais bref, ça fixe la couleur verte. Vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs avec des haricots verts quand vous les cuisinez. Et ça fixe des polyphénols qui se trouvent que dans les parties feuillues des légumes. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous égouttez bien sûr, vous mettez un tout petit peu de l'eau de cuisson qui est légèrement verte, comme ça, dans un mixeur et vous rajoutez un peu d'huile de noix. Vous mixez ça, vous assaisonnez, vous allez voir que ça va devenir onctueux et vous servez ça avec un plat, avec des pâtes par exemple, il n'y a besoin de rien de plus. Si, peut-être un petit peu de rouge, car vous saurez que dans une assiette, pour qu'elle soit appétissante, il faut 4 couleurs. Il faut le drapeau italien, vert, blanc, rouge. Le blanc est généralement représenté par l'assiette et vous rajoutez une couleur sombre. Faites l'expérience avec une tomate mozzarella. Vous mettez du basilic et du vinaigre balsamique, vous avez au niveau de l'aspect quelque chose d'équilibré. Après, on pourrait parler des formes, etc. Mais par rapport aux couleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Oui, non, les fans, voilà, au niveau des polyphénols, c'est vraiment là où on en a le plus possible. Ouais. C'est excellent. Potage aussi, excellent. Bon, faut pas que ça soit traité non plus, mais bon, pour ça. Non, mais rien, je faisais casse-joie. Alors, s'il n'y a plus de questions, alors évidemment on reste pour des questions, mais s'il n'y a plus de questions, on va vous encourager au rythme qu'il vous convient. Alors sachez que les toilettes, si jamais il y avait besoin, sont à cet endroit-là, il n'y a pas de l'autre côté, mais juste après, donc vous passez les portes et vous rentrez à l'hôpital. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc vous venez à l'hôpital, mais c'est un hôpital aujourd'hui qui est fort sympathique, puisque Fabrice Tellier et toute son équipe vous ont préparé. Donc ils vont vous amener dans un voyage justement au fil des antioxydants, au fil des modes de cuisson. Donc il faut vraiment y aller en confiance, goûter, et puis s'interroger, et puis discuter, c'est le principe. Voilà. Sur ce, on vous souhaite un bon apéritif. Et merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.